Doit-on donner son code de déverrouillage de téléphone à un policier ou un gendarme lorsqu'il nous le demande? On va répondre à cette question avec l'aide d'un avocat en abordant notamment le droit au silence et les limites des pouvoirs des forces de l'ordre. Imaginons la situation. Vous êtes en garde à vue ou en audition libre. Les enquêteurs ont saisi votre smartphone, mais il est verrouillé et ils veulent l'exploiter avec vous et vous demandent donc votre code. Premier point. L'exploitation de votre téléphone en direct s'apparente à une perquisition. Elle doit être effectuée en votre présence par un officier de police judiciaire et avec l'assistance de votre avocat si vous en avez demandé un. Cette phase équivaut à une audition car elle peut inclure des questions sur le contenu de votre téléphone. Deuxième point, à chaque étape de la procédure, vous devez être informé de votre droit de garder le silence. C'est un droit fondamental et personne ne peut vous en faire le reproche. Vous avez le droit de ne rien dire et parfois c'est préférable. Troisième point, depuis 2001, bien avant l'apparition des smartphones chiffrés, refuser de communiquer son code de déverrouillage est un délit. Le code pénal prévoit que le fait pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter, commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre la dite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre sur réquisition de ces autorités est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Si ce refus a empêché d'éviter un crime ou un délit ou d'en limiter les effets, la peine passe à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Face à cette contrainte, la question se pose. Comment concilier droit au silence et obligation de donner son code? Ce texte a suscité de nombreux débats dans le milieu juridique et des clarifications ont été apportées par les tribunaux et par la Cour de cassation. Par exemple, est-ce qu'un code de téléphone est considéré comme une clé de déchiffrement? Qu'est-ce qu'une convention secrète de déchiffrement? Qu'est-ce qu'un moyen de cryptologie? Et surtout, si je garde le silence, peut-on me poursuivre pour refus de donner mon code? Sur ce dernier point, la loi distingue les données contenues dans le téléphone et le code permettant d'y accéder. Les données existent indépendamment de votre volonté, car elles peuvent être extraites par des moyens techniques sans votre participation active. En revanche, le code que vous seul connaissez est considéré comme une convention secrète de déchiffrement. Une convention secrète de déchiffrement, c'est un élément confidentiel permettant de déchiffrer des données protégées. Ça peut être un mot de passe, une clé ou un algorithme spécifique. Un moyen de cryptologie, quant à lui, c'est un procédé permettant de coder des informations pour empêcher leur accès par des tiers non autorisés. Il peut s'agir de logiciels de chiffrement, de protocoles de sécurité ou encore de systèmes de protection des fichiers et des échanges numériques. L'infraction concerne donc les personnes qui détiennent cette fameuse clé qui permet de déchiffrer un système de cryptologie qui a pu être utilisé pour commettre une infraction. Aujourd'hui, la loi considère que le code de déverrouillage d'un téléphone constitue dans la plupart des cas une clé de déchiffrement. Pour être poursuivi pour ce refus de donner son code, plusieurs conditions doivent être réunies. Le téléphone doit être équipé d'un système de chiffrement empêchant l'accès aux données sans ce code. Il doit être suspecté d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction. Avoir un appareil verrouillé en soi n'est pas un problème, mais son lien avec une infraction peut le devenir. Il faut prouver que vous connaissez ce code et que vous en êtes bien le détenteur. Et il doit être établi que vous avez volontairement refusé de communiquer ce code en étant conscient des conséquences de ce refus. Un silence ambigu ne suffit pas. Le refus doit être clair et assumé. Et le droit au silence, est interprété lui comme étant un refus. Toutes ces règles rendent la situation complexe. Alors faut-il donner son code de déverrouillage lorsqu'un policier le demande, en tenant compte des risques de sanctions? Pour répondre à cette question, j'ai fait appel à un spécialiste, maître Rudy Albina, avocat pénaliste au barreau de Paris, et ensemble, on va aborder les principales questions que vous pourriez vous poser. Salut Rudy, est-ce qu'on peut me demander le code de mon téléphone lors d'un simple contrôle d'identité ou un simple contrôle de police? Alors, non, on ne peut pas, sur un simple contrôle de police, sur un simple contrôle d'identité, te demander le code de ton téléphone. Alors, ça se fait usuellement. Rentrer dans le téléphone de quelqu'un, ça s'assimile à une perquisition. Et il faut certains critères qui ne sont permis que en garde à vue pour pouvoir rentrer dans le téléphone de quelqu'un et donc demander le code de téléphone ou tout du moins être contraint de le donner. Mais ça, on le verra après. Tout ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est qu'au stade du contrôle d'identité, il n'y a pas à donner son code de téléphone, bien évidemment. Si j'use de mon droit à garder le silence en garde à vue, est-ce que je suis quand même obligé de donner le code de mon téléphone? Alors, et c'est là finalement un peu toute la grande difficulté qui va apparaître dans le cadre de la garde à vue et du code de téléphone et du droit au silence. C'est-à-dire que de base, comme je l'ai dit juste avant, ça s'assimile à une perquisition, le fait de rentrer dans le téléphone de quelqu'un. Le problème, c'est qu'on a eu une réforme, donc
donc dans un premier temps qui a été légal, puis on a eu un grand débat doctrinal, un grand débat jurisprudentiel qui a amené aujourd'hui, fort malheureusement, les personnes en garde à vue à donner obligatoirement leur code de téléphone. C'est notamment l'article 434-15-2 de mémoire du code pénal qui le dispose. Par voie de conséquence, on est censé être obligé de le donner dès lors que le téléphone peut être susceptible d'avoir été utilisé dans le cadre d'une infraction qu'on nous reprocherait et qui justifierait notamment notre placement en garde à vue. Comment concilier ce droit au silence et le droit de pas s'auto-incriminer avec l'obligation de fournir son code, sachant que, comme tu viens de le dire, un refus peut entraîner une sanction. Donc il y a une espèce de dichotomie entre les deux. Il y a une grande difficulté par rapport à ce droit au silence, et c'est impossible aujourd'hui de concilier à la fois le droit au silence et le droit à ne pas s'auto-incriminer. Aujourd'hui, voilà, le droit à ne pas s'auto-incriminer, tout le monde le connaît, c'est l'article 6 de la CEDH. C'est un principe, voilà, qui irrigue tellement notre droit, et notamment notre droit pénal, que cet article et la décision de la Cour de cassation qui a estimé que le moyen de cryptologie, le téléphone et le code de téléphone, tout simplement, ne serait-ce que sur l'iPhone, hors Face ID, simplement donc ce code qu'on a tous sur le téléphone, est un moyen de cryptologie. La Cour de cassation, c'est ce qu'elle a retenu. Et aujourd'hui, il n'y a pas moyen en fait de concilier ça, à part une faille juridique, et j'y viendrai après puisque je pense que tu m'interrogeras dessus. Il n'y a pas de moyen de concilier à la fois voilà ce droit au silence et ce droit à ne pas s'auto-incriminer. Parce que quelque part, ce qu'il y a dans le téléphone, il y a toujours moyen un peu de s'auto-incriminer par rapport à des messages, des choses qui n'auront pas forcément grand lien. Mais au final, sans vouloir dire ce qu'il y a dans notre téléphone, le téléphone parlera pour nous. Donc, par voie de conséquence, le fait d'accepter de donner ce code de téléphone suppose le fait de s'auto-incriminer, alors même que l'on n'a pas prononcé mot, finalement. Est-ce que la justice doit prouver que mon téléphone est bien équipé d'un moyen de cryptologie, pas simplement que c'est supposé parce que j'ai un iPhone? Alors, justement, et ça, c'est là toute la grande difficulté, à mon sens, il n'y a pas de réponse qui a été apportée d'une façon certaine. Là-dessus, il y a pas de réponse certaine. Tout ce que l'on a, c'est un arrêt de la Cour de cassation qui est venu nous dire que le code d'un téléphone, c'est un moyen de cryptologie. La Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a retenu? Effectivement, c'est encore une fois sans heurter un grand nombre de principes fondamentaux, c'est que tous les téléphones qui se veulent un peu récents supposeraient donc ce moyen de cryptologie et qui irait totalement dans le sens de l'article 434-15-2. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a véritablement une grande différenciation dans les moyens de cryptologie téléphone récents? Ça, on n'a pas un arrêt de la Cour de cassation, on n'a absolument rien qui nous permette de dire alors l'iPhone ça passe, Samsung ça ne passe pas, puisqu'on estime que aujourd'hui les logiciels iPhone sont véritablement rentrés dans les détails, puisque je ne suis pas spécialiste effectivement informatique téléphone. En tout cas, l'intégralité des téléphones très récents suppose ce moyen de cryptologie, que l'on soit sur un Huawei, sur un iPhone, sur un Samsung ou peu importe. Là, par exemple, j'ai un iPhone 13 Pro Max. Oui, ça, effectivement, on pense que c'est un téléphone qui est assez récent. Mais encore une fois, je pense qu'il faudrait étudier ça d'une façon un peu plus certaine et partir en cassation encore une nouvelle fois pour démontrer la différence qu'il peut y avoir entre certains moyens de cryptologie entre les différents téléphones. Est-ce que les enquêteurs doivent aussi démontrer que le téléphone m'appartient vraiment? Par exemple, si je prétends ne pas connaître le code, est-ce qu'ils doivent dire de manière formelle, c'est votre téléphone et vous avez refusé de donner le code? Bien sûr. Ah oui, non, ça, bien sûr. Après, encore une fois, là, on part vraiment sur les méthodes d'investigation et c'est un peu plus singulier, disons, mais oui, il faut absolument démontrer que le téléphone nous appartient. Il y a cette exigence, en fait. Il y a cette exigence dans la procédure. Entre les moyens d'investigation déployés, on doit avoir déterminé de manière formelle, sans aucun doute, que c'est bien le téléphone de la personne qui est mise en cause. Totalement. Et ça, généralement, ça se fait soit par deux biais, finalement. Soit on va reconnaître en garde à vue, alors oui, c'est notre téléphone, soit on va pas le reconnaître et effectivement, ce sera aux enquêteurs de démontrer par des moyens de bornage, par des réquisitions auprès des opérateurs qui vont peut-être démontrer que le téléphone est à notre nom, ou est-ce que le téléphone bornait exactement là où est-ce qu'on était. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait un faisceau d'indices qui permettrait de démontrer que le téléphone nous appartient, même si le téléphone n'est peut-être pas à notre nom. Par exemple, je sais que moi, pendant un certain temps, l'abonnement de mon téléphone était au nom de mon père. Mais si demain, dans le cadre d'une garde à vue pour, je ne sais pas, par exemple, le trafic de stupéfiants, le téléphone a toujours borné aux endroits où j'étais dans le cadre des surveillances, bon,
on se doute bien que le téléphone était à moi. Et dans ce cas-là, ils arrivent à démontrer par un faisceau d'indices. Mais effectivement, il faut ce faisceau d'indices. Et je ne décompte plus le nombre de fois dans des dossiers où il n'y avait absolument aucun élément qui me permettait de savoir si le téléphone était celui de la personne. Généralement, on était sur des puces, des barras, des Leica mobiles, etc. Où on n'avait absolument aucun bornage, rien du tout. Juste, on retrouve la personne avec le téléphone sur lui et on lui dit, bah, c'est votre téléphone, on donne le code et la personne dit, mais non, mais en fait, c'est pas mon téléphone, ça appartient à quelqu'un d'autre, ça appartient à telle et telle personne. Et il refuse de donner le code et on veut, en sus des infractions pour lesquelles il passe en garde à vue, lui coller du coup cette infraction de refus de révéler son code de déverrouillage. Et combien de fois je me suis retrouvé que ce soit en comparution immédiate, ou que ce soit en instruction, ou que ce soit peu importe. J'ai dit, mais en fait, vous ne démontrez absolument pas que c'est le téléphone de mon client, donc à partir de là, il n'y a aucun élément qui vous permette de le poursuivre sur ce chef, et encore moins de le condamner, en fait, tout simplement. Est-ce que, selon toi, bon, je pense qu'on a déjà un début de réponse, mais est-ce qu'on peut te forcer physiquement à donner ton code ou t'obliger à utiliser la reconnaissance faciale contre ta volonté? Je veux dire, par exemple, en Non. mettant le téléphone sur ton visage. Ah non, 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 impossible, non, non. Ça peut entrer à de la contrainte physique. C'est impossible. Non, non, impossible. Non, non, ça fait partie des droits fondamentaux. La contrainte physique est totalement prohibée. Alors là, ce serait une nullité grande comme ça qu'on enverrait à la tête de la chambre de l'instruction ou même ne serait-ce que au président du tribunal dans le cas d'une audience. Non, non, impossible. Le refus de fournir le code, Ok. tu l'as dit tout à l'heure, c'est une infraction qui est passible de 3 ans de prison et 270 000 euros d'amende. Mhm. Si l'infraction principale pour laquelle je suis placé en garde à vue m'expose à une peine qui est plus lourde, je veux dire par exemple trafic de stupéfiants, je risque 10 ans. Est-ce qu'il n'est pas parfois plus stratégique finalement de garder le silence pour éviter de s'auto-incriminer en donnant le code de son téléphone? Déjà, faut partir du postulat. Des confrères l'ont eu, moi je veux bien, hein, mais personne ne prend la peine qui est disposée dans le code pénal pour le code de déverrouillage. Donc, pour moi, tout est une question de stratégie. Et c'est ce qu'il faut essayer de voir. La question est-ce qu'il y a véritablement quelque chose dans le téléphone? Et surtout, qu'est-ce que eux sont censés avoir dans le dossier? Parce que généralement, j'ai bien dit généralement, quand ils ont déjà suffisamment d'éléments, les enquêteurs, qu'ils aient le code de téléphone ou pas, ça change pas grand-chose. Donc en fait, tout est là. La question est de se dire, parce que quand on est en garde à vue, on ne sait pas ce qui est dans le dossier. On nous a pondu le PV de notification des droits, super génial, mais on ne sait pas ce qui est dans le dossier. Donc, donner son code quand ils avaient rien de base, on s'auto-incrimine s'il y a quelque chose dans le téléphone effectivement, et en fait, on leur donne toutes les billes, toutes les cartes pour poursuivre l'enquête et avoir un maximum d'éléments contre le client. Donc ça, c'est pas fou. En revanche, effectivement, quand la personne est déjà a déjà, on va dire, une serre sur la tête, qui a déjà énormément d'éléments, bon, est-ce que véritablement, si la personne a 2-3 messages qui confirment ce qu'il y a dans la serre dans son téléphone, bon, pour moi, c'est même pas une question de peine parce que pour moi, c'est même pas une infraction, c'est même pas une infraction obstacle parce que les gens me parlent d'infraction obstacle, mais c'est même pas ça. Pour moi, c'est juste en fait une stratégie pour pas améliorer les enquêtes, mais permettre aux enquêteurs en fait de pouvoir faire leur boulot plus simplement et plus rapidement. Euh, donc en fait, ça n'a jamais été une question de peine parce que par exemple un truc tout bête, j'étais en garde à vue, prolongation de garde à vue avec une femme qui accompagnait qui était la compagne hein, d'un mec dans les stupes tout simplement. Il était en trafic de stupéfiants et en fait la femme était au courant de voilà de ce qui se passait, était au courant de beaucoup de choses. Mais ce qu'il y avait dans son téléphone, à la limite, bon, à la limite, elle aurait peut-être pu même se faire déférer, je pense, à l'époque. Mais on arrivait au step où, si elle donnait son code de téléphone, il y aurait eu beaucoup plus de choses contre elle que ce qu'il n'avait déjà. Et ça, c'était évident. Parce que l'instruction portait de base sur le mec avec qui elle était. Donc, à partir de là, il y avait quasiment rien sur elle. Donc, en fait, je lui ai dit, en fait, moi, la stratégie, elle est très simple. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas aller filer ton code alors qu'ils ont rien contre toi? Si tu fais ton code, ils auront beaucoup plus d'éléments pour te faire tomber pour des choses dont ils ne sont même pas au courant. Alors qu'ils ne donnent pas ton code, au pire, s'ils ont rien, tu passes pour un code de déverrouillage et puis voilà. Et le procureur était pas content. Ils l'ont fait déférer en CRPC pour le moyen de cryptologie. Elle s'en est sortie avec 700 euros d'amende. Bonne soirée, au revoir. J'ai négocié la non-inscription au casier judiciaire. Salut. Ouais, non, mais c'est un vrai calcul, mine de rien, à opérer. Mais t'as raison aussi, quand même, de préciser une chose hyper importante. C'est que quand on en arrive au stade où on est placé en garde à vue et on se voit demander un code de déverrouillage de téléphone, c'est bien souvent déjà, la plupart du temps, sur les grosses enquêtes, il y a eu un travail qui a été fait en amont, qui a permis de rassembler des preuves matérielles de la localisation, de la surveillance,
des écoutes téléphoniques, enfin beaucoup de choses qui permettent déjà de matérialiser une application qu'on décide finalement d'en arriver au stade, on va vous interpeller, on en arrive quasiment à l'étape où on fait que vous dérouler l'ensemble des preuves. Le code de déverrouillage, c'est l'étape ultime parce que effectivement, ça évite d'avoir à se taper très clairement une exploitation du téléphone qui serait peut-être partielle, alors que si on a le code de déverrouillage, typiquement, on peut accéder à toutes les applications, consulter tout ce qu'il y a en clair, mais moi, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est que l'erreur est entre la chaise et le clavier, et on n'a pas forcément non plus la mémoire exacte de toutes les conneries qu'on a pu accumuler sur son téléphone, et qui potentiellement peuvent aussi incriminer, comme tu le disais, d'autres personnes, comme la conjointe dans ce que tu viens de dire, qui elle-même de son côté, si vous vous sentez vigilant dans votre utilisation d'un téléphone, vos proches ne le sont pas forcément. Et donc c'est là où vous pouvez vous voir accrocher pour tout à fait autre chose. Donc au final, Rudy, on peut convenir que garder le silence, ça peut constituer peut-être une meilleure défense dans certains cas. Ok, donc oui, effectivement, d'une façon assez générale, garder le silence reste pour moi la meilleure façon de ne pas s'auto-incriminer. Encore une fois, c'est très relatif par rapport à l'infraction pour laquelle on est poursuivi, c'est très relatif en fonction du casier, c'est très relatif en fonction de ce qu'il y a déjà dans l'enquête. Mais d'une façon très générale, garder le silence, c'est toujours pour moi la meilleure façon de ne pas s'auto-incriminer et de ne pas rajouter des choses, soit ce qu'il y a déjà, soit des choses qui pourraient être mal interprétées. Donc à partir de là, oui, bien sûr. Et c'est aussi la raison pour laquelle l'avocat en garde à vue est super important. Super important. Alors, justement, sur le rôle de l'avocat en garde à vue, et spécifiquement sur des infractions comme celle de refus de donner son code de déverrouillage, on va avoir souvent cette espèce d'impression que finalement, ou alors c'est dit aussi par les policiers, hein, si vous prenez pas d'avocat, ça ira plus vite, vous en sortirez mieux, alors que on est d'accord que déjà l'assistance d'un avocat en garde à vue, c'est un droit fondamental, c'est pris en charge quand c'est un avocat commis d'office, et son rôle est aussi de veiller à ce que les droits soient respectés et qu'il n'y ait pas de débordement comme on a pu l'évoquer dans les questions précédentes. Ça là-dessus, aucune difficulté, bien évidemment. L'avocat en garde à vue est super important et c'est super habituel finalement. C'est ces gens qui, enfin, ces enquêteurs qui vont essayer de dire que l'avocat n'est pas important. Tu sais, si tu fais appel à un avocat, ça va retarder. Nous, tu sais, on est là pour t'auditionner et puis après tu sors parce que si tu appelles un avocat, il va falloir attendre qu'il arrive et puis il y a l'entretien et puis il y aura l'audition et au final le résultat sera le même. Donc t'inquiète pas, c'est faux. C'est faux. Faut arrêter les conneries. C'est faux. Les enquêteurs disent ça parce qu'ils savent pertinemment que les personnes ne sont pas forcément habituées en garde à vue, à part, voilà, effectivement, les récidivistes, hein, c'est encore autre chose, mais les gens ne sont pas habitués en garde à vue et quand il n'y a pas d'avocat, mais les enquêteurs peuvent te faire dire tout, tout et n'importe quoi et te faire signer tout, tout, tout et n'importe quoi. On s'en rend pas compte de l'importance de l'avocat en garde à vue. D'abord, c'est de conseiller son client. Ensuite, c'est de le prévenir sur la typologie de questions qui vont être posées. C'est de l'accompagner dans le cadre de l'audition, de faire des observations à la fin. Et les gens ne se rendent pas suffisamment compte. Moi, combien de fois je me suis retrouvé, voilà, avec des dossiers dans lesquels je n'avais pas été désigné en garde à vue et où je lis les PV d'audition, je me suis dit, mais comment il a pu dire ça? Comment on a pu en arriver là? Si j'avais été en garde à vue, en audition, sans même avoir le dossier entre les mains, parce qu'on n'a pas de dossier en garde à vue, mais ça serait pas passé comme ça. Et la garde à vue, pour moi, finalement, c'est vraiment la pierre angulaire d'un dossier. Ça va être les premiers éléments, c'est la première version. Et c'est ce qui va irriguer après tout l'ensemble de la chaîne pénale, du processus pénal, en fonction de la direction que la procédure va prendre, qui sera donnée évidemment par le procureur. La Cour de justice de l'Union européenne a récemment rappelé que seule une autorité judiciaire indépendante peut autoriser l'accès aux données personnelles. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement pour la demande de code de déverrouillage? Finalement, tu évoquais tout à l'heure tous ces revirements jurisprudentiels. Est-ce que finalement, il n'y a pas des choses qui ne sont pas du tout en règle avec cette infraction dans le code pénal et qui laissent à penser qu'elle ne devrait pas exister pour le moment? Alors oui, et effectivement, ça change tout. Et notamment, j'aimerais bien partir à la Cour de cassation, qui est, on va dire, la dernière instance qui dit le droit de ce qui est. Lorsque le droit ne dit pas suffisamment, la Cour de cassation l'ajuste et l'explique pour le faire de façon assez synthétique. Et cet arrêt, du coup, de la CJUE, pour y revenir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, encore une fois, 4 octobre 2024, il nous dit que pour demander le code de déverrouillage d'un moyen de cryptologie dans le cadre de la garde à vue, il faut absolument que cela soit fait soit par une juridiction, soit par une autorité indépendante. Ça change tout, parce que quand on est en garde à vue,
c'est l'OPJ ou l'APJ qui le demande. Sauf que l'OPJ et l'APJ, ni une juridiction, ni une autorité indépendante. Le juge d'instruction en est une, effectivement, mais l'OPJ et l'APJ n'en est absolument pas. Donc à partir de là, si cet arrêt devait être appliqué, l'intégralité des infractions qui ont été retenues sur le refus de donner le moyen de cryptologie tomberait, tout simplement, parce que, encore une fois, il nous faudrait soit une juridiction, soit une autorité indépendante. OPJ, APJ, ce n'est absolument pas le cas. Et dans ce cas-là, en garde à vue, en audition en tout cas, on ne pourrait pas être obligé de donner son code comme ça. Il faudrait à minima passer par une IPC, un interrogatoire de première comparution, où là, effectivement, on passe devant un juge d'instruction. Et là, dans ce cas-là, on est sur effectivement une juridiction qui décide de demander le code. Et dans ce cas-là, on respecterait l'arrêt de la CJUE. Et depuis le 4 octobre 2024, voilà, comme je disais, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'arrêt de la Cour de cassation qui se soit positionné sur l'arrêt de la CJUE. Donc, je pense que ce serait assez intéressant de monter les voir. De rafraîchir un peu tout ça. Ok. Exactement. Chaque dossier est différent, ça c'est certain. Chaque cas est à appréhender de manière unique, mais au vu de tout ce qu'on vient de dire, et je pense que j'ai déjà un élément de réponse, est-ce que selon toi, faut-il fournir son code de déverrouillage? Est-ce qu'il faut garder le silence? Ou est-ce qu'il faut refuser? Qu'est-ce que toi, en ta qualité d'avocat, tu recommandes en pratique? Pour moi, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais je dirais que le principal élément à prendre en compte, c'est la confiance du client par rapport à ce qu'il estime être juste pour lui, ce qu'il pense qu'il y a dans son téléphone, est-ce qu'il est OK avec le fait de donner son code de téléphone et de voir sa vie privée dévoilée finalement. Alors non, il finira pas dans le Parisien avec ses photos, mais je pense que c'est une vie privée qui est dévoilée. Si la personne estime que c'est une violation de sa vie privée, elle n'a qu'à pas donner son code de téléphone. De toute façon, je le répète, et j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent s'entendre. Même si on se prend cette infraction, ça ne changera foncièrement pas grand-chose dans la décision et dans la peine qui sera affiliée. Encore une fois, c'est une infraction qui est beaucoup plus politique et c'est un moyen de pression plus qu'une véritable aggravation de la peine si vous deviez être condamné à cette infraction, en sus de la raison pour laquelle on vous poursuivait de base. Bon, Rudy, un dernier conseil pour la route? Appelez un avocat quand vous êtes en garde à vue. Vous l'aurez compris, dans la plupart des cas, il est préférable de garder le silence ou de refuser de donner son code. Mais chaque situation est différente, et c'est à vous d'évaluer ce qui est le plus adapté à votre cas. Quoi qu'il en soit, ne renoncez jamais à votre droit à un avocat. C'est l'une des protections les plus essentielles en garde à vue. Si des évolutions juridiques ou des décisions importantes viennent à modifier cette question, eh bien on manquera pas d'en reparler. Et pour plus d'informations, de conseils juridiques, eh bien vous pouvez retrouver les coordonnées de Maître Rudy Albina en description. Pensez à liker, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je sélectionnerai certains commentaires qui sont mis en avant pour y répondre en fin de prochaine vidéo. On se retrouve très vite et d'ici là, souvenez-vous, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.